Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue dans ce premier webinar de la série EM Lyon, Webinar Series, autour des questions de comment la situation actuelle accélère les transformations. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième série, hein. Vous savez que l'EM Lyon, on avait déjà fait une première série de webinars lors du premier confinement, auquel j'avais eu le plaisir de participer. Et aujourd'hui, nous vous en proposons une seconde, donc avec un rendez-vous journalier tous les jours à 13 heures pendant 2 semaines. Des professeurs-chercheurs de M Lyon vont présenter, discuter avec vous autour de leurs travaux, leurs réflexions, autour de cette question de comment la situation que nous vivons accélère les transformations et quel sens nous pouvons faire de tout ça. Euh, je suis ravie de lancer en fait cette série et d'autant plus que je le fais d'une façon un peu différente de d'habitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous parle pas depuis ma casquette habituelle de professeur-chercheur. Je vais pas vous parler de mes travaux cette fois-ci, hein. J'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises, notamment sur la question d'exemplarité. Mais là, je veux plutôt vous parler de la question du rôle d'une grande école de management et de la recherche dans la situation actuelle. Et du coup, de ce fait, j'adresse cette question depuis ma position de doyenne de la faculté de la recherche à EM Lyon. Et j'avais envie d'ouvrir une discussion avec vous sur la question voilà, de comment une grande école de management contribue aujourd'hui à la situation, à aider les acteurs dans cette situation, comment une faculté aussi contribue. Donc voilà, je m'adresse à vous de ce point de vue-là. Je partage un certain nombre de mes réflexions, de mes orientations, et bien sûr, j'aurai le plaisir de discuter avec vous et de répondre à vos questions après. Donc peut-être pour adresser cette question, je vais le faire autour de 3 points principaux. Le premier, donc, quel rôle pour une école de management dans ce contexte de crise, de manière un peu large. Deuxième point pour moi, c'est quel est le rôle de la recherche et de la faculté. La faculté, c'est-à-dire les professeurs qui composent l'école de management, c'est pas toujours la dimension qu'on connaît le mieux. Et je dirais que même nos étudiants ne connaissent pas toujours la faculté, exactement ce qu'elle fait, et les professeurs qui la composent. Donc voilà, je voudrais vous en dire un mot, hein, vous expliquer comment on travaille et le rôle qu'on a et qu'on souhaite prendre dans cette situation. Et je finirai sur la question de pourquoi intégrer une grande école de management aujourd'hui. Je vous pose la question comme ça parce qu'on est dans une crise des modèles managériaux. On le sait, on le discute, les schémas mentaux, les modèles managériaux sont grandement remis en question. Donc, pourquoi intégrer une grande école de management maintenant? Qu'est-ce qu'on peut y trouver en tant que jeune étudiant, en tant que participant à des programmes diplômants? Donc voilà les 3 points principaux que je veux adresser. Sur le premier, quel rôle pour une école de management? Je dirais que effectivement, juste en point de contexte, je ne vais pas vous expliquer le contexte dans lequel on se trouve de crise, hein, vous le connaissez tous, nous le subissons tous. Euh, Par contre, ce que je vais vous dire, c'est que c'est effectivement une crise qui est sanitaire, économique, sociale, sociétale, mondiale, ce qu'on veut, mais c'est aussi une crise des futurs. Ce qui est difficile pour nous aujourd'hui, dans notre situation, c'est qu'on est privé quelque part de nos capacités de projection habituelles sur les futurs. Très difficile d'envisager quels vont être les futurs à partir de la situation que nous vivons. Et cette très forte incertitude, elle est génératrice d'énormément d'anxiété et elle confronte aussi les êtres humains à la nécessité de penser dans l'incertitude. Et ça, c'est quelque chose que d'une manière générale, nous sommes assez réticents à faire. Et aussi, nous ne savons pas très bien le faire. Donc voilà, ça c'est un élément qui me semble important de planter d'abord. Une crise sanitaire, économique, sociale, oui, définitivement, mais aussi une crise des futurs. Et pourtant, ces futurs, il faut qu'on les pense, parce qu'il y a un besoin intense de faire sens aujourd'hui. On voudrait comprendre ce qui se passe, mais on voudrait aussi comprendre comment on peut contribuer. Comment, quelque part, nous pouvons, en tant que citoyens de ce monde, contribuer à l'améliorer. Et pour nos jeunes, qui travaillent déjà, mais aussi pour nos étudiants, on voit à quel point ils s'interrogent sur leur contribution, à quel point ils ont besoin
de penser que les métiers qu'ils auront, les postes qu'ils prendront, sont des postes dans lesquels ils trouveront du sens, une forme de contribution dont ils seront fiers et dont ils pourront voir les retombées. Ils se posent des questions sur leurs responsabilités. Moi, j'ai une grande confiance dans la nouvelle génération, dans sa capacité à se saisir des enjeux de notre époque et à agir en conséquence. Et ils pensent aussi aux enjeux éthiques auxquels ils sont et ils seront confrontés. Et c'est vrai qu'une grande école, elle doit aussi aider ses participants, ses étudiants à penser ces questions-là. Notamment, vous aurez l'occasion d'en entendre parler si vous suivez un certain nombre de nos webinaires là au cours des 2 semaines prochaines. Mais c'est vrai que même sur la question des données, les questions éthiques qui y sont associées, toutes les questions d'enjeux aussi de management qu'on peut avoir, voilà, c'est un élément, ce contexte de crise, ça rend encore plus prégnant ce besoin de sens. Et nous devons en tant que grande école y contribuer. Donc moi, je pense qu'un des rôles, je prends l'image du phare dans la tempête, je l'aime bien parce que cette image, elle nous montre qu'en fait, on a un enjeu d'offrir quelque part de l'aide pour trouver des solutions aujourd'hui et maintenant à la crise que nous traversons, mais aussi d'aider les personnes à construire des futurs possibles. J'insiste beaucoup, vous l'avez compris depuis le début, sur la notion de futur possible, parce que je pense que cette crise, un des risques que nous vivons, au-delà de la précarité extrême qu'elle génère, on va dire des inégalités profondes qu'elle renforce, de tout un ensemble de choses, elle nous met dans une difficulté de préparation des futurs, et c'est un véritable challenge pour nous. Penser le temps court, les actions à court terme, tout en pensant le temps long, est un exercice cognitif extrêmement compliqué. Avec mon collègue Thomas Gauthier, on a eu l'occasion de faire des recherches et d'écrire sur ces sujets, mais ça me semble très important. Et le rôle d'une grande école, c'est bien d'armer sur ces 2 dimensions. Oui, il faut répondre. Oui, il faut prendre des décisions avisées, on va dire sur un plan de management, mais il faut aussi continuer à construire des futurs. Et pour faire ça, on a vraiment besoin de la science, des connaissances scientifiques qui sont générées par les professeurs-chercheurs, et de travailler sur ces enjeux à la fois du court terme et du moyen-long terme. Surtout que ces futurs-là, ils doivent combiner compétitivité économique et responsabilité sociale. Ça aussi, c'est un enjeu majeur d'une grande école de management aujourd'hui. De temps en temps, on peut caricaturer une école de management comme étant simplement un lieu qui prépare des individus à maximiser les rentes où qu'ils soient. Je pense qu'aujourd'hui, c'est complètement terminé. Déjà, c'est complètement has-been comme modèle, mais c'est surtout que aujourd'hui, dans une école, en tout cas, c'est très clairement le cas de M Lyon, dans la variété des professeurs-chercheurs qui la composent, on est tous extrêmement sensibilisés aux questions de responsabilité sociale et environnementale au sens large. Et un de nos enjeux, c'est de pouvoir aider nos étudiants et nos participants à construire des futurs qui mailleront les deux. Et j'insiste beaucoup, ça veut dire qu'il faut des espaces pour réfléchir à ces questions. Comment on peut combiner responsabilité sociale, éthique, mission, tout en ayant des enjeux très clairs, des bidas qu'il faut quand même tenir parce qu'on a des actionnaires, parce qu'on doit rendre des comptes. Il faut pouvoir penser ces choses-là. Il faut pouvoir débattre, il faut pouvoir argumenter. Et montrer, vous le savez, pour ceux qui connaissent mes travaux, que j'y suis très sensible, que la responsabilité sociale, les notions de justice et d'exemplarité, elles ont toute leur place dans l'entreprise. Et c'est qu'à ce titre-là, d'ailleurs, qu'on pourra traverser les crises et construire de nouveaux modèles. Parce que parmi les éléments, quand je dis de la construction des futurs, pour pouvoir construire des alternatives, des futurs, des projections, pour pouvoir donner un sens, un why, peu importe les noms qu'on leur donne, il faut que toutes les parties prenantes de l'entreprise soient associées à ce parcours-là. Alors, sur différentes modalités, avec une différente intensité, mais c'est tous ensemble qu'on doit co-construire ça. Et ça, c'est un véritable défi collectif et managérial que nous devons relever. Et je dirais aussi qu'un élément très fort pour moi dans le rôle d'une grande école, c'est de soutenir. Alors je dis étudiants et participants parce que bien entendu, nous n'avons pas que des jeunes étudiants, on a aussi des gens qui nous rejoignent pour différents types de programmes, après déjà une très belle expérience professionnelle et qui viennent pour se renforcer, réfléchir, reconsidérer, se donner les moyens de penser de nouveaux futurs, de nouveaux business models.
Et pour moi, c'est très important qu'une grande école, elle puisse soutenir tout le monde sur l'exigence morale des rôles d'entrepreneurs et de dirigeants aujourd'hui. Il y a toujours eu une dimension morale de ces rôles. Mais dans la situation de crise que nous vivons aujourd'hui, dans les situations d'extrême inéquité dans lesquelles nous opérons, nous devons absolument penser quelque part le devoir un peu moral de l'entrepreneur, du dirigeant, du manager dans son ensemble. C'est-à-dire que nous emmenons aussi un collectif d'hommes et de femmes et nous leur devons un traitement euh, qui relève d'une exigence morale, qui offre de la dignité et qui permette de penser toutes ces questions complexes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors, un autre des rôles d'une grande école, évidemment, c'est de diffuser des savoirs scientifiques et de contribuer au débat social. Donc là, je mets en italique une citation d'un de mes collègues d'HEC, professeur, qui m'a dit, il y a de ça quelques années, le management sera la sociologie du XXIe siècle. Donc je le reprends. Je dis tout de suite à tous mes collègues sociologues que ce n'est pas du tout une remise en question de la sociologie, c'est plutôt une manière de dire l'importance que va prendre la science du management. Vous le savez, les sciences de gestion en français, mais allez, d'une manière générale, la question des sciences du management sont très jeunes. Et à ce titre-là, elles ont les défauts de la jeunesse. Mais je pense que dans la situation que nous vivons aujourd'hui et des enjeux de transformation vraiment radicale de nos institutions et organisations au sens large, la science du management va jouer un rôle majeur. Et je ne dis pas le mot science de manière légère, vraiment. C'est-à-dire que diffuser, générer des savoirs qui sont validés scientifiquement, c'est-à-dire des savoirs qui ont été validés par nos pairs, par d'autres scientifiques qui quelque part, qui valident la pertinence de nos propos sur un plan scientifique est un enjeu majeur parce que nous avons besoin, tout comme pour la situation du Covid-19 d'ailleurs, nous avons besoin d'être sûrs que les données, les schémas, les modèles, les projections sont solides scientifiquement. Donc ça, c'est très important. Par contre, comme nous sommes une école de management, nous avons aussi comme devoir que ces savoirs scientifiques, ou qu'une grande partie des savoirs scientifiques que nous générons, aient aussi des retombées applicatives dans une temporalité adaptée. Vu la situation d'extrême turbulence que nous traversons aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir des savoirs scientifiques robustes qui sont générés dans la bonne temporalité. Et vous verrez par rapport à tous les webinaires que vous allez avoir au cours des 2 prochaines semaines, à quel point nos professeurs-chercheurs adressent les sujets de la plus haute actualité et cherchent à contribuer à ces questions-là. Et je dirais aussi que l'autre enjeu, c'est de diffuser ces savoirs à l'ensemble des parties prenantes. Et quand je dis nos parties prenantes, l'ensemble de nos parties prenantes, c'est pas seulement nos étudiants, les participants de nos programmes actuels, c'est aussi tous nos alumni, c'est-à-dire tous ceux qui sont passés par EM Lyon un jour ou l'autre au cours de leur vie, de leur carrière, car eux aussi sont confrontés aux mêmes enjeux de transformation, aux mêmes enjeux, on va dire, éthiques, moraux, toutes ces questions, elles sont là. Toutes les entreprises qui nous accompagnent, qui constituent notre écosystème, et d'une manière générale de la société dans son ensemble. Parce que aujourd'hui, c'est un enjeu sociétal, la question de la transformation de nos organisations. Alors, je vous ai mis là tout un ensemble juste pour effectivement pour vous dire que la diffusion de cette question de diffuser nos savoirs, elle est tout aussi bien sur le plan scientifique. Hein. J'ai mis des images des meilleurs journaux, on va dire mondiaux dans nos domaines, comme Academy of Management Journal, Administrative Science Quarterly, qui sont vraiment des journaux du plus haut niveau qui permettent cette validation scientifique. Mais il y a aussi des ouvrages. Hein. Je vous ai mis là, vous aurez la chance d'écouter Pierre-Yves Gomez demain et Jean-Philippe Timsit, Philippe Zimberzan un peu plus tard, au cours de ces 2 semaines. Mais il y a aussi le fait de prendre la parole dans des médias qui sont des médias de grande diffusion. Je pense au Monde, hein. Mon collègue Pierre-Yves Gomez a une chronique dans le Monde, ou bien toutes les prises de parole qu'on peut avoir dans les journaux. Ça me semble très important. Et je dis ça parce que les professeurs de management n'ont pas été jusqu'à présent très présents dans le débat, on va dire, social public, qui était on va dire, jusqu'à un passé relativement récent, essentiellement alimenté par des économistes, des sociologues.
par la force justement et l'ancienneté de leur discipline, mais je crois qu'aujourd'hui, le management a aussi la science du management a aussi son mot à dire très important sur la question que nous vivons actuellement et les transformations de nos organisations. Il me semble très important qu'on puisse se positionner là. Alors, ça, c'était un petit peu ce rôle-là, hein, phare dans la tempête, diffuser des savoirs scientifiques qui ont des retombées, qui peuvent aider les gens dans la bonne temporalité. Donc, quel rôle pour la recherche et la faculté? Donc, je vous disais, souvent, on ne connaît pas très très bien les facultés, mais sachez qu'à l'EM Lyon, on est aujourd'hui 160 professeurs-chercheurs et que notre activité est de générer ces fameux savoirs validés scientifiquement, qu'on diffuse ensuite. Et je pense que c'est important de partager avec vous que les savoirs qu'on génère visent deux dimensions. La première, c'est d'éclairer les situations. Beaucoup de mes collègues, y compris moi-même, dans certains de mes travaux, nous cherchons à permettre aux acteurs de comprendre ce qu'ils vivent. Donc il y a vraiment la notion d'éclairage de la situation. La crise, par exemple, que moi je peux appeler de désamour de la fonction managériale, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui ont envie de prendre des positions managériales, que mes étudiants, par exemple, souvent ont envie de faire plein d'autres choses sauf d'être manager dans une entreprise. Ça, par exemple, mon rôle, c'est d'expliquer pourquoi on en est là, qu'est-ce qui se passe. Mais il y a aussi un autre rôle qui est de travailler aussi autour de savoirs qui sont opérants, qui nous permettent de prendre des décisions avisées. Pour moi, c'est un élément très important. Les écoles de management, elles ont cette double casquette. Elles ne sont pas des institutions de partage de bonnes recettes. Ce ne sont pas des anciens professionnels qui viennent, partager leurs bonnes techniques. On en invite plein et ils travaillent avec nous. Mais les professeurs-chercheurs, leur rôle à eux, c'est vraiment de générer des savoirs qui sont robustes, qui ont été exposés et surtout aussi qui ont été discuter à l'international, parce que vous savez que le contexte a un effet très important sur la question, sur la manière de regarder les problématiques, sur les solutions auxquelles nous pensons. Et donc cette dimension internationale aussi est très importante pour nous. Donc pour vous dire que voilà, on a bien ces deux dimensions qui sont présentes dans les recherches que nous menons et dans la manière dont nous les diffusons. Et je dirais que pour vous donner un peu de plus même de visibilité, je dirais que notre faculté, elle est hybridée aujourd'hui. Hein. L'hybridation, c'est un mot dont on parle beaucoup, mais elle est hybridée à plein de niveaux pour moi, notamment au niveau de ses disciplines. On sait bien aujourd'hui que le futur va être un futur d'interdisciplinarité. La complexité des sujets qu'on adresse, l'interconnexion des différentes disciplines, sciences, approches, y compris dans les business models et les manières de développer les entreprises, nous pousse vers l'interdisciplinarité. Ce qui est déjà le cas dans la faculté de l'EM Lyon, où on accueille aussi des physiciens, des mathématiciens, des philosophes, des sociologues, en plus de tous les spécialistes de management. Donc on a déjà cette ouverture, mais elle va aller encore plus loin. Et elle est aussi irradiée au sens international. Aujourd'hui, à peu près 50% de nos professeurs-chercheurs ne sont pas français. Donc nous, on opère vraiment en contexte international, ce qui nous permet aussi d'offrir à nos étudiants et nos participants une vision globale aussi des problématiques et des enjeux. On est aussi hybridé de fait dans nos modalités d'interaction. Là, vous le voyez aujourd'hui, je m'adresse à vous de cette manière-là, et nos étudiants, on hybride de plus en plus la manière dont on diffuse les savoirs. Et on est aussi hybridé parce que on l'a toujours été dans une grande école de management, mais ça sera aussi très vrai pour le futur. On doit rester très proche, en tant que professeur-chercheur, des entreprises, des enjeux, des organisations, des individus sur lesquels on travaille, ou les problématiques sur lesquelles on travaille. On ne pourra pas faire de la recherche en chambre loin du contexte. Et ça, c'est aussi un élément très important pour nous, et on a une forte tradition, en tout cas à l'EM Lyon, de travail en proximité avec les entreprises. Et je dirais qu'un autre point sur ces savoirs, je l'ai déjà un tout petit peu abordé, mais il y a vraiment cette idée d'accepter de prendre une place dans le débat public pour nous. Et là, je parle en tant que professeur-chercheur, de monter et d'accepter ce rôle-là qui est de tenir des positions, mais d'accepter de les discuter, bien évidemment, parce que dans les sciences du management, déjà, vous allez me dire, même dans les sciences dures, c'est vrai, mais il y a différents points de vue qui
qui vont s'affronter et qui doivent trouver des espaces de discussion pour que la construction in fine de modèles soit des modèles plus intégratifs, plus hybridés et donc plus résistants ou antifragiles, comme on veut les appeler, pour faire référence à d'autres travaux. Je voudrais finir en quelques minutes sur pourquoi intégrer une grande école de management aujourd'hui. Là, j'adresse cette question de manière générale, au sens, ben voilà, pourquoi envoyer nos enfants dans une grande école de management? Pourquoi en tant que cadre, cadre supérieur, venir faire une formation dans une grande école de management? Voilà, je vais vous présenter pourquoi je pense que ça a particulièrement de sens aujourd'hui. Alors même, effectivement, qu'on vit une crise des modèles. Ou je dirais, justement parce que nous vivons une crise des modèles managériaux, qu'on voit bien que quelque part, les modèles d'organisation, de management hérités du XXe siècle, qu'on a tirés jusqu'au bout, quelque part, le fil de la pelote, ne sont plus assez opérants pour le coup. Et quelque part, nous mettent face au challenge de pouvoir bouger et de pouvoir bouger assez rapidement. Donc du coup, un des premiers éléments pour moi, c'est de trouver le courage d'agir dans l'incertitude. Je l'avais planté comme décor de démarrage. J'avais dit effectivement l'extrême incertitude de la situation que nous vivons, son évolutivité faiblement prévisible, nous met en tant qu'individu dans une forme d'anxiété. Le cerveau humain déteste l'incertitude. D'ailleurs, il a développé plein de petites heuristiques de raccourcis qui lui permettent de réduire cette incertitude, notamment biais de confirmation, c'est-à-dire vérifier ce qu'on croit déjà plutôt que d'essayer d'ouvrir. Enfin, voilà, mon propos n'est pas de revenir sur tous ces biais-là que vous connaissez, mais c'est vrai que c'est très important. Donc avoir accès à un savoir généré par une faculté hybridée elle-même, ces savoirs étant robustes scientifiquement, et d'aussi avoir bénéficié des apprentissages des écoles partenaires, des professeurs associés et partenaires, c'est très important pour changer de modèle mental et d'agir. Vous voyez, je reviens vraiment, il y a l'idée du modèle mental, on sait déjà à quel point c'est compliqué, à quel point on résiste à faire évoluer nos modèles, mais ensuite il y a aussi la question de l'action. Et ces deux sont vraiment à penser ensemble, et notre rôle c'est d'accompagner le mouvement sur les deux. Faire changer nos modèles mentaux et nous donner le courage d'agir. Parce que agir sans certitude de résultat, ça demande du courage. Et vous le savez tous autant que vous êtes quand vous m'écoutez, que vous soyez manager, entrepreneur, dirigeant, étudiant en stage, vous savez à quel point c'est générateur d'anxiété que de faire ça. Et pourtant, il faut qu'on aille convoquer cette notion de courage parce que pour moi, elle est fondamentale dans l'époque que nous vivons à présent. C'est aussi se trouver au cœur d'un écosystème économique. Effectivement, une grande école de management, ça offre ça, de la proximité très forte avec les entreprises, de la proximité très forte avec les startups, avec des décideurs, avec d'autres écoles. On se trouve vraiment au cœur d'un système qui va favoriser cette notion d'action aussi et de quelque part d'attention à l'action. Et c'est aussi intégrer une grande école, c'est aussi pouvoir participer au débat et à la construction du dirigeant leader, entre guillemets, en fonction qu'on aime ou pas le mot anglais, mais responsable de demain. Nous devons construire une nouvelle façon de diriger. Elle ne sera pas forcément radicalement différente d'avant, mais elle sera fondamentalement enrichie, ou en tout cas très renforcée sur les dimensions de la responsabilité et de l'exigence morale. Ça sera attendu. Et cette question-là, de l'exigence morale, elle est loin d'être... vous savez, on peut en parler comme ça, là, comme on peut dire responsabilité, exigence. Non, prendre des responsabilités, s'engager auprès du corps social pour travailler sur les questions de responsabilité sociale, pour offrir de la dignité aux acteurs, pour pouvoir mettre un terme à certaines formes d'injustice, ça demande un engagement personnel qui est très important. Et de mon point de vue, je peux comprendre que certaines personnes n'aient pas envie de s'exposer de cette manière-là, n'aient pas envie de prendre ce risque-là. Je les comprends. Mais notre rôle, c'est aussi de les accompagner sur ce chemin-là et de les encourager à prendre ce rôle-là et de l'assumer, parce qu'on en a désespérément besoin. Donc je dis retrouver l'envie intellectuelle et morale d'être un acteur responsable de la vie économique, être acteur aujourd'hui de cette vie économique, c'est
quelque chose de fondamental. Les entreprises vont pouvoir lutter contre la pauvreté dans la manière dont elles vont pouvoir générer de l'emploi, dans la manière dont elles vont pouvoir s'organiser, offrir de la dignité. Tous ces enjeux sont des enjeux que moi j'estime moraux, éthiques et fondamentaux. Et c'est au cœur de l'activité économique. Ce n'est pas séparés. Et nous devons permettre cette réintégration et cette pensée de cette réintégration et surtout donner envie à nos étudiants d'exercer ce métier-là et de tenir ce rôle avec une forme de panache. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est une notion à laquelle je suis très attachée, qui est l'idée de se dire dans la difficulté, j'y vais avec une forme de beauté et je l'assume. Et même si je fais des erreurs, même si je me trompe, même si nous devons remettre en cause un certain nombre de décisions que nous avons prises, nous assumons le fait de tenir ce rôle avec une exigence, on va dire, morale. Et moi, je vois beaucoup de mes étudiants qui sont tout à fait prêts à ça et qui l'exerceront avec beaucoup de dignité et de valeur morale. Et moi, je souhaite qu'une école comme la nôtre puisse les encourager et les amener à prendre ces fonctions et ces responsabilités-là. On en a désespérément besoin dans les organisations, les institutions et dans notre pays, voire dans le monde d'une manière plus générale. Donc voilà, j'ai parlé à peu près 25 minutes, je veux pas parler trop longtemps. J'espère que vous avez un certain nombre de questions. Je voulais au moins vous poser le cadre voilà, du rôle d'une grande école de management, de comment on est interrogé, nous aussi, en tant que professeurs-chercheurs, par rapport à la crise que nous vivons et les transformations qui sont en cours. Et j'aime beaucoup la citation d'Albert Einstein pour finir, ce sera le mot de la fin. Ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir. Je pense que c'est effectivement, voilà, ça résume très très bien, bien mieux tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour vos questions. Oui, alors j'ai effectivement une question hein, qui m'est adressée dans le chat en me disant finalement, on parle de grande école de management, mais les élèves ne veulent plus manager. Oui, on est dans une crise, on est dans une crise du modèle managérial et on le sait. Aujourd'hui, quand vous travaillez avec des grandes entreprises, mais aussi de taille moyenne, hein, elles ont beaucoup de difficultés à faire monter je vais dire, les bons profils sur des responsabilités managériales. Pourquoi? Bah, parce que les jeunes répondent, écoutez, non, je préfère rester dans mon expertise et j'ai pas envie de me saisir d'enjeux humains très compliqués. Et souvent, quand vous parlez avec les étudiants, ils ont peur de ne pas pouvoir tenir leurs valeurs personnelles dans l'exercice de leur fonction managériale. Et je crois que c'est pour ça que j'insiste sur notre rôle en tant qu'école et d'aider justement les étudiants à comprendre que c'est possible de faire les deux ensemble. Mais c'est pas que c'est possible, c'est même que c'est le futur. C'est-à-dire que voilà, on doit faire venir, on doit donner envie aux bonnes personnes quelque part de se saisir de ces rôles très exigeants, il faut le reconnaître, de managers et de dirigeants aujourd'hui. Ah, j'ai aussi une question autour de comment l'école incarne elle-même de nouveaux modes de management. Alors, bah, vous le savez, hein, nous avons eu une histoire un peu mouvementée ces derniers mois à EM Lyon. Hein. Aujourd'hui, on a renouvelé toute notre équipe dirigeante et nous-mêmes, nous vivons en tout cas nous fonctionnons en tant qu'équipe dirigeante et avec nos équipes sur les modalités dont je vous ai parlé. C'est-à-dire dans le débat, dans la possibilité de confronter nos idées, dans essayer toujours d'arbitrer entre les exigences, on va dire, économiques et financières qui sont les nôtres, tout en nous demandant comment servir au mieux, comment préserver notre excellence académique, les savoirs, et tout ça, nous le construisons. Et nous le construisons dans un collectif qui est fort. Et ça me donne confiance. Et ça me donne, comment dire, ça me donne le sentiment qu'en tout cas, nous incarnons en ce moment au mieux ce que nous essayons de diffuser auprès de nos étudiants. Donc en valorisant le savoir scientifique, en encourageant la diffusion, et quand nous prenons les décisions, en les débattant et en acceptant la confrontation des idées. J'ai aussi une question autour de comment on intègre des modèles de management dans des structures d'ubérisation économique.
C'est une question effectivement très pertinente. Vous avez vu depuis le début, je vous parle des futurs et non pas du futur. Parce que déjà, il y a plusieurs futurs possibles. Et celui de l'ubérisation en est un, mais pas que. Et ensuite, parce que même quand je suis sur des systèmes ubérisés, entre guillemets, la question en fait si je disais la question du service client, de la qualité en fait de ce qui est offert, elle reste très présente. Et cette qualité-là, la qualité de la relation client, on le sait justement dans toutes les études qu'on mène, elle dépend en grande partie euh, de l'état en fait des équipes internes. Et c'est vrai que construire des modèles dans lesquels on fragilise complètement les salariés, on les pousse progressivement à la périphérie des organisations, on les sort, on les... Comment dire? Voilà. Et pour moi, une solution qui va nous poser un certain nombre de difficultés et qui va aussi poser des difficultés sociales plus larges. Donc, pour moi, il faut continuer de défendre des modèles inclusifs, des modèles qui assurent un minimum de dignité. Et je peux vous garantir, pour travailler avec beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de repreneurs, que c'est justement, ils sont motivés profondément pour éviter ces situations-là et reconstruire quelque chose qui permette d'inclure et de moins ubériser par rapport à ça. Donc il y a aussi tout un mouvement qu'on voit, nous, dans les écoles, de cadres supérieurs qui ont eu une très belle carrière et qui ont un deuxième temps de leur carrière autour de la reprise ou de la création pour pouvoir générer des modèles peut-être un peu différents de ce qu'ils avaient eu par le passé et travailler avec leurs collaborateurs autrement. Alors oui, j'ai aussi des questions sur quelle transformation à venir dans la façon d'enseigner. Une question très intéressante et très importante. C'est vrai que on se rend compte d'une chose, c'est un petit peu comme pour le télétravail, sans doute qu'on ne reviendra pas exactement à la situation d'avant, même quand la question de la Covid-19 sera réglée. Et pour nous, on s'est rendu compte, et je trouve que c'était très intéressant en tant que professeur-chercheur, hein, c'est mon cas, de nous rendre compte que l'enseignement à distance est aussi quelque chose qui peut être très positif. Et en tout cas, nous l'avons fait, et je pense que la question de l'hybridation de nos façons d'enseigner, elle est là, elle est au cœur du sujet. Donc évidemment, la question de qu'est-ce qu'on va garder en synchrone, en équipe, en classe, qu'est-ce qu'on va donner euh, la possibilité à nos étudiants, de quel type de connaissances on va leur donner la possibilité d'apprendre ou de prendre connaissance en asynchrone. Tout ça, ça nous interroge sur les modèles. Et objectivement, aujourd'hui, nous sommes en grande réflexion sur ça pour nous permettre quand même quelque part, de donner à nos étudiants une expérience qui soit très positive de leurs enseignements, même si ça inclut du distanciel. Et c'est-à-dire que ce qu'il faut penser, c'est la question de la valeur ajoutée de ce que nous leur offrons. Le moment qu'ils passent avec moi en cours, qu'est-ce que c'est que je leur apporte qui ne peut pas être apporté, par exemple, par un ensemble de savoirs que j'ai pu mettre à disposition. Donc la question de la valeur ajoutée, de où est-ce qu'on va situer les choses, de quel type d'échange nous allons garder en face à face, en synchrone, en collectif, en individuel, ben oui, on évolue beaucoup sur ces sujets-là et on se développe beaucoup aussi sur des modèles online d'enseignement. Mais voilà, tout en conservant aussi nos modèles qu'on s'hybride. On s'hybride, on est en cours. Ah, j'ai aussi une question sur quels sont les grands principes de management d'hier qui ont été remis en cause à l'heure actuelle. Bah, je pense que vous le savez comme moi, hein, on va dire que les grands, par exemple, les grands leviers de l'engagement, hein, ce qui étaient des choses qu'on pouvait promettre aux collaborateurs pour obtenir leur engagement quelque part, qui étaient l'argent, euh, la carrière verticale et la sécurité de l'emploi. Aujourd'hui, très clairement, c'est terminé. Et je dirais que c'est définitivement terminé. Il va rester quelques secteurs très riches qui ressortiront sans doute renforcés d'ailleurs de la situation que nous vivons aujourd'hui, qui pourront peut-être jouer sur des leviers de type financier, mais pour la plupart des entreprises, nous les avons perdus. C'est-à-dire que nous ne pourrons pas engager les hommes et les femmes des entreprises sur la base de ces leviers-là. Donc ça va nous demander de nous mobiliser sur la question de quelles valeurs on fait vivre, quel collectif
on fait vivre, quel sens on donne aux actions des collaborateurs et des collaboratrices, qu'est-ce qu'on donne à voir de notre propre exemplarité sur ces sujets, comment on s'insère même au plus haut niveau de la direction comme étant un membre à part entière et égal en fait par rapport à nos collaborateurs. Toutes ces questions-là, elles sont fondamentales. Et puis je dirais qu'il y a quelque chose aussi qui nous interroge beaucoup, c'est la question de l'imprévisibilité. Je vous en ai parlé, la question de savoir comment nous allons pouvoir travailler à des futurs possibles tous ensemble. Sur quelle modalité, comment. Le top-down complet, tel qu'on l'a connu pendant encore longtemps dans un certain nombre d'organisations. Ça aussi, c'est définitivement terminé. En tout cas, si on veut innover, survivre et bouger, ça va être, c'est grandement remis en question. Et je dirais aussi que la génération Y, les jeunes à qui on a mis qu'on a beaucoup stéréotypé, pour moi, ils portent haut et fort les questions que nous nous posons tous, de la valeur, du sens et de la question de nos contributions. Et ils nous interrogent et on doit leur répondre. On doit leur répondre. Et nous devons y répondre pour nous aussi. Il y a aussi une question autour de comment on peut aider les étudiants à challenger leurs modèles mentaux, à mieux cerner leurs valeurs concrètement. C'est une question intéressante parce que on y travaille. Il y a beaucoup de choses dans les modèles mentaux. Il y a beaucoup de choses aussi autour d'être alimenté intellectuellement par les choses et d'être alimenté à la fois par les sciences du management classique, mais d'être alimenté aussi dans notre curiosité intellectuelle par rapport à des dimensions de l'art, d'autres sciences, de littérature. Il y a des choses aussi qui doivent nous aider à quelque part à ouvrir notre esprit. Et le rôle de l'école, c'est aussi de penser des apports parfois qui sont offerts à côté des cours cœur, on va dire, de l'activité de management pour aider à ouvrir. Mais c'est aussi débattre, c'est aussi offrir des lieux où dans une classe, avec un professeur, on peut confronter des arguments, on peut prendre des résultats de la science, on peut se demander ensemble ce qu'on va faire. Et surtout s'autoriser la possibilité de nous exprimer. Et ça, c'est vrai que ça reste quand même l'extrême valeur de la classe. Qu'elle soit faite à distance ou qu'elle soit faite en présentiel, le rôle du professeur, c'est de faire émerger ces questions et de les organiser. Et c'est aussi d'offrir à nos étudiants, au-delà des cours, parce que faisait partie de la question, au-delà du format des cours, des conférences, des moments en fait d'ouverture sur les choses, sur les sciences, sur l'art, sur la politique, sur la géopolitique, toutes ces questions qui sont dans lesquelles nous sommes intégrés, mais que nous n'abordons pas non plus totalement, parce que nous ne sommes pas ni sciences politiques, ni une école d'art, mais en même temps, nous en avons besoin pour faire ce chemin-là. Écoutez, donc tous les dispositifs qui vont hybrider au-delà de la salle de cours, hein, des dispositifs de conférences, des rencontres avec les entreprises, passer plus de temps aussi dans les entreprises pour nos étudiants et pour nous, ça va être fondamental. Ah. J'ai aussi une question sur est-ce que la génération entrante, les nouveaux dirigeants, est-elle plutôt optimiste envers ces futurs incertains? Je pense que oui. Mon expérience à moi, je pense que oui. J'ai pas de données quantifiées, donc là, je vous répondrai pas avec une certitude scientifique, mais je pense que oui, parce qu'ils ont une énergie de faire changer les choses qui est absolument incroyable. Il y a beaucoup vraiment de ces acteurs qui ne veulent plus de ces anciens modèles ou des dysfonctionnements, on va dire, des anciens modèles. Parce qu'encore une fois, le modèle taylorien de l'organisation scientifique du travail, il était parfaitement adapté à un contexte, une grande partie du contexte du XXe. Donc je ne critique pas ce modèle. Les modèles ne sont pas critiquables indépendamment des contextes. Non, moi je suis très confiante. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une pulsion, y compris presque d'une pulsion de vie, hein, qui se joue ici, tout comme nous devons nous en saisir pour sauver notre planète, il y a un mouvement. Et ça me fait penser à d'autres travaux, d'autres physiciens, hein, dans tout ce qui menace, il y a aussi quelque chose qui protège et qui va nous faire vivre. Et je pense qu'on voit vraiment venir ce mouvement avec des dirigeants qui acceptent vraiment cette question de penser leurs enjeux économiques, toujours clairs et toujours importants, mais aussi leur contribution, leur exemplarité, leur impact et le collectif qu'ils font vivre, et la notion d'autonomie aussi,
qu'il souhaite donner aux acteurs. Très importante. Non, j'ai aussi une question sur les théories de l'entreprise libérée ont-elles fait long feu? Peut-être que théorie finalement c'est pas le bon mot. L'ouvrage sur l'entreprise libérée, sur le travail, tout ce qui a fait, on va dire, une grande partie de l'impact du travail d'Isaac Getz, c'était de nous montrer quelque part qu'il y avait d'autres façons de fonctionner. Et en ce sens-là, ça a fait bouger nos modèles mentaux. C'était un de mes points sur l'idée. Ça nous a montré avoir d'autres choses. Par contre, moi, vous verrez, ceux qui me connaissent, vous le savez, je préfère les idées de principe à ceux de modèles. Je pense que dans l'approche de l'entreprise libérée, il y a de très bons principes. Principe d'autonomie, principe de responsabilisation, principe de subsidiarité, etc. Tout ça, c'est très vrai. Par contre, ça s'adapte, ça doit quand même se penser et s'adapter au contexte. Et je dirais aussi que notre apport en tant qu'école de management et notre apport en tant que scientifique, nous, c'est d'aider nos étudiants à bien voir que ce qui relève du contexte, de ce qui relève d'un modèle. Et que, en gros, l'idée, c'est de connaître les principes et de pouvoir être capable, dans son autonomie finalement de penser, de faire la meilleure adaptation des principes que nous connaissons au contexte que nous vivons. Parce qu'encore une fois, l'autonomie, avoir une entreprise très très plate, quand on est dans une start-up de 10 personnes, ça se fait relativement facilement. Quand on parle d'une structure de 1500 personnes avec un historique très top-down, etc., la question se pose autrement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner cette autonomie, mais il faut la penser autrement. Et moi, je trouve que la richesse, en fait, intellectuelle, scientifique, elle vient de pouvoir mettre en lien les principes et le contexte et de pouvoir trouver finalement le meilleur ajustement possible. Donc, en un sens, elles ont fait long feu parce qu'on a bien vu que c'était très difficile aussi dans certains contextes à déployer et que c'était peut-être dans certains cas, notamment, moi je pense, vous le savez peut-être que sur une des dimensions sur lesquelles je suis un peu moins, je partage pas tout, c'est le côté très, qu'il n'y a plus de rôle pour les managers. Je crois au contraire qu'il y en a un très important pour faire vivre le collectif. Ça, on va dire, c'est plutôt ma conviction. Mais non, je pense que ça nous a vraiment aidé à faire bouger notre modèle mental et ça donne envie. Mais par contre, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. En tout cas, il ne faut pas estimer que le transfert va se faire automatiquement depuis ce que j'ai lu vers ce que je vis. Mais ça, hein, les dirigeants sont de plus en plus éclairés à ce sujet-là et en débattent. Alors, j'ai aussi une question. On me dit, vous avez dit que les étudiants ne savaient pas trop ce que font les professeurs-chercheurs de Lyon. Comment faire en sorte qu'ils soient plus au courant? D'ailleurs, est-ce que c'est un souhait? Ou est-ce qu'on doit rester, les centres de recherche doivent rester un peu à l'écart? Euh, Moi, je ne crois pas qu'il faut rester à l'écart. Je crois qu'en fait, il faut que les professeurs partagent avec leurs étudiants. Alors déjà, nous partageons dans nos cours un certain nombre de nos travaux, mais je pense qu'il faut le faire plus. Je pense qu'il faut aussi des instances de type conférence ou webinaire comme nous faisons maintenant. On a le projet hein, de régulariser cette forme de webinaire des professeurs de l'EM Lyon hein, à l'ensemble de nos parties prenantes, parce que moi, je pense que le savoir, il doit être partagé, parce que justement, comme je le mettais dans la citation d'Albert Einstein, c'est ce qui nous donne aussi le devoir d'agir. Donc en tant qu'étudiant, moi je trouve normal que vous sachiez ce que nous faisons, que vous ayez l'occasion de nous entendre de temps en temps, de nous lire, c'est-à-dire savoir quand l'un d'entre nous écrit un livre, vous pouvez avoir envie de le lire ou pas. L'idée, c'est cette connaissance mutuelle. Et finalement, quand on réfléchit, les étudiants comme les participants sont autant partie prenante que nous, par exemple sur les futurs pédagogiques, si je reprends cette expression. Le futur pédagogique, on doit le penser avec vous aussi, étudiants, et pas que nous tout seuls en chambre. Et les centres de recherche, ils existent. Hein. Je ne sais pas si ça doit aller jusque-là, mais pourquoi pas, ou en tout cas l'idée qu'on puisse interroger les professeurs sur ce qu'ils font et que nous, en tant que professeurs, on puisse trouver des modalités d'échange avec nos étudiants me semble très important. Vraiment que vous puissiez suivre un petit peu notre actualité, mais aussi nos écoles de pensée. Parce que bien entendu que 160 professeurs ne sont pas tous d'accord sur la manière dont on voit les choses, dont on débat sur la place de la finance, de l'humain dans l'entreprise. Et c'est aussi intéressant d'être invité en tant que partie prenante à nos propres débats.
Donc, on travaille beaucoup sur ces cités de conférences, notamment un peu transdisciplinaires autour de sujets un peu transversaux. J'ai aussi une question sur comment on prépare les étudiants sur le plan du devoir moral. J'appelais ça devoir moral. J'ai bien conscience qu'en ayant mis ce mot, c'est un peu lourd, mais en même temps, c'est la réalité. On a un devoir moral envers ceux qui travaillent avec nous et pour nous. Et comment on se prépare à ça? Déjà, on réfléchit à quel est le coût, on va dire, humain de l'exercice du leadership. Donc, on a aujourd'hui à l'EM Lyon un certain nombre de cours qui couvrent la dimension du leadership dans ses différents aspects. Il faut aussi entendre des dirigeants. Donc, ça, c'est aussi quelque chose sur lequel nous nous attachons. Et nous devons aussi convoquer des dimensions de la morale, de la philosophie, de l'éthique que nous devons discuter. Et l'éthique est un sujet éminemment compliqué, entre le bien, le mal, les utilitaristes ou pas, etc., les déontologistes. Il y a plein de manières d'aborder ces questions. L'idée, c'est que tout un chacun, nous devons faire notre propre cheminement personnel sur ce que nous nous engageons à incarner et les valeurs que nous défendrons, mais les limites aussi que nous nous mettrons. Moi, dans un des cours que j'ai avec mes étudiants, je discute beaucoup avec eux des limites et d'à partir de quel moment, s'ils sont trop en désaccord éthique, il faut qu'ils pensent soit une sortie, soit une expression. Donc toutes ces questions-là, nous devons les adresser et avoir des lieux qui nous permettent de discuter de cette responsabilité-là me semble fondamental. Donc nous y travaillons aussi beaucoup pour ça. Et que des étudiants puissent aussi y réfléchir eux-mêmes, échanger après les stages, etc., me semble fondamental. J'ai une question aussi sur est-ce que le bottom-up est la seule alternative? Parce que je disais le top-down terminé. Alors, top-down est terminé d'une certaine mesure, c'est-à-dire qu'il reste quand même des organes qui prendront des décisions et qui les répercuteront, on va dire, sur le reste de l'organisation. Et je pense qu'encore une fois, on va être dans des formes un peu hybrides, c'est-à-dire qu'il va falloir bien définir quelle autonomie est donnée. Et ça aussi, vous savez, c'est un travail que de temps en temps on fait pas quand on va un peu vite ou qu'on a la tête dans le guidon. On dit, générez-moi un certain nombre d'idées. Mais il faut définir avec les acteurs ce sur quoi ils ont de l'autonomie et il faut être aussi très clair sur ce sur quoi ils ne l'ont pas. Et où se situe la décision. Vous savez, dans le monde militaire, ils parlent de la chaîne de commande. Pour moi, c'est intéressant parce que ça permet de savoir qui prend quelle décision à quel niveau. Et ça aussi, c'est important quand même dans l'organisation. Donc le bottom-up n'est pas la seule alternative, qui est des véritables espaces, on va dire, créatifs, d'innovation, collectifs et surtout hybridés, c'est-à-dire multi-départements, multi-services. Parce que ça aussi, c'est quelque chose aujourd'hui, le silo, vous le savez, on en parle tout le temps, mais ça nous tue. Et ça aussi, il faut qu'on le pense. Donc, par exemple, pour moi, des instances, des comités, des task force qui sont transversales et qui ont une feuille de route assez claire sur ce sur quoi elles peuvent amener de l'innovation et contribuer, me semblerait déjà aussi très intéressant. Donc voilà, on ne peut pas dire que top-down complètement mort, ni que bottom-up c'est parfait, de la même manière qu'on ne peut pas dire qu'il suffit de mettre les gens en groupe pour qu'ils soient intelligents. On le sait, il y a plein aussi de biais, de risques à ce travail-là. Donc c'est vrai que tout ça, c'est sur les forces humaines, la dynamique, les dynamiques, on a beaucoup de travail à faire et c'est important que justement, en tant que professeur-chercheur, on donne bien à nos étudiants et participants un maximum d'éclairage sur les mécanismes en jeu pour qu'ils puissent justement dans l'action essayer de se prémunir et de se structurer et structurer leur organisation de la meilleure manière. Alors, j'ai aussi des questions sur comment ça se traduit concrètement les collaborations entre centres de recherche et les entreprises. Eh ben, on a beaucoup de. Alors, on a un certain nombre de structures qui génèrent de la recherche et qui incluent du lien avec les entreprises. C'est le cas des instituts, c'est le cas des chaires, c'est le cas des projets de recherche financés. Donc, on a déjà ces structures qui existent. On est en train de travailler en ce moment à une structuration de cette offre-là de manière
encore plus marquée. Et c'est vrai que ce sont des espaces très importants parce qu'ils permettent de mettre autour d'une table des entreprises avec un certain nombre de besoins, de questions opérationnelles, de questions prospectives de futur, avec des chercheurs qui travaillent sur la question de la prospective, sur la question enjeux humains, data, supply chain, stratégie digitale. On met ces acteurs ensemble, on définit une feuille de route et on s'engage à délivrer. Et c'est vrai que ce sont des structures extrêmement importantes, je pense, pour le futur, les futurs possibles de la connaissance que nous allons générer. Donc ça, très clairement, ce sont ces structures-là qui le génèrent. Et ensuite, on a aussi un certain nombre de partenariats aussi avec d'autres institutions, d'autres lieux dans lesquels on peut partager notre recherche. Mais je dirais que c'est très important ces questions-là et que nous puissions aussi passer du temps sur des terrains entreprises. Ça, c'est aussi un enjeu pour nous dans la faculté. J'ai aussi une question en disant est-ce que finalement le modèle d'enseignement focalisé sur le management d'entreprise n'est pas un peu dépassé et qu'on ne devrait pas intégrer les sciences sociales, voire se rapprocher un peu d'une logique sciences politiques, sciences sociales? Oui, oui, finalement, j'ai essayé de l'induire dans mon propos. C'est-à-dire, on ne peut pas penser l'acte de management dans son plein terme, en fait. C'est-à-dire l'idée de mener, de construire, de développer des structures qui rassemblent des individus autour de missions avec des enjeux économiques. On ne peut pas le réduire aux sciences de gestion au sens très premier du terme. Vous avez complètement raison, les SHS, les sciences sociales et humaines, elles doivent complètement infuser, éclairer, challenger nos façons de faire. Donc oui, on s'hybride dans ce sens, mais aussi du côté des mathématiques, de computer science, de physique et d'autres choses qui aussi aujourd'hui nous interrogent sur les données, la cryptologie, les enjeux d'éthique, comment on va faire tout ça. Donc oui, le destin est un destin d'ouverture vers ces sciences-là. Complètement d'accord avec vous. Et j'ai effectivement une dernière question sur comment mieux inclure tout l'enseignement sur ces nouveaux modèles, comment rapprocher l'enseignement et l'entreprise. Ben, c'est effectivement, il va nous falloir penser des lieux. Des lieux. Alors, on réfléchit beaucoup sur l'offre aussi, hein, sur l'offre de nos cours, pour intégrer vraiment cette pensée qui permette vraiment aux étudiants, aux participants de comprendre l'obsolescence d'un certain nombre de modèles, de travailler sur des futurs possibles de l'émergence de nouveaux modèles autour d'enjeux dont ils doivent avoir conscience. Mais aussi, il faut des lieux de rencontre entre justement des acteurs de la vie économique, des acteurs de la vie étudiante, des acteurs professeurs-chercheurs aussi, parce que nous, on a parfois en tant que professeur-chercheur des temporalités, des enjeux scientifiques. Des fois, on peut nous dire, oh là là, tout ce temps de travail pour faire ça, pour nous montrer ça, mais c'est du bon sens. Oui, mais quelque chose qui est prouvé scientifiquement, c'est pas du bon sens. C'est un savoir scientifique et il faut faire ce travail. Il faut qu'on s'y plie. Parce que justement, ce qu'on propose ici, c'est pas juste ce que je pense, c'est des savoirs qui ont été validés. Donc la question des lieux est très importante. Je partage complètement la question des lieux de rencontre. Moi, je pense beaucoup autour du format conférence, webinaire, mais pas que. Il faut aussi qu'on en pense de nouveau et inclure les étudiants avec nous, participants, me semble fondamental, et alumni. Parce que les anciens, eux aussi, ils ont envie de pouvoir venir de manière régulière se confronter à un professeur qui peut présenter des choses, un projet qui est mené dans une entreprise, des étudiants qui ont fait quelque chose d'extraordinaire et qui nous le présentent. Oui, il nous faut des lieux de partage. Pour beaucoup de chercheurs, les lieux ont une influence majeure sur la capacité d'entreprendre et d'innover. Donc je pense on y réfléchit dans ce sens. Et en tout cas, le projet de Gerland, de notre nouveau campus, ça aussi, nous devons le penser de manière très claire. J'ai une question autour de est-ce que les organisations matricielles, multitude de modes projets, etc., conseils, réunions n'ont pas épuisé les managers? Si, vous savez comme moi les chiffres de l'épuisement. Hein. Si vous êtes manager de premier niveau, vous avez un taux de fatigue très élevé. Si vous êtes en plus une femme, c'est encore plus fort. Donc on sait qu'il y a cette fatigue-là. Et ça fait partie du contexte. Et il faut être bien, bien conscient de ça.
parce que on va demander encore beaucoup d'adaptation à tout le monde dans les structures. Et il va falloir penser comment soutenir ces efforts-là, comment alimenter aussi les gens en énergie et pas simplement leur en prendre. Parce que, comme c'est très bien dit dans la question, il n'y a déjà plus beaucoup d'énergie. Ce que mes collègues américains appellent le change fatigue, c'est une réalité. Alors vous arrivez, vous présentez un nouveau projet, les gens sont déjà épuisés, vous disent oula, non, 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 on verra ça plus tard, j'en peux plus. Donc la question, moi je trouve que ce que ça interroge, c'est la question des ressources. Donc ça, il y a tout un travail d'écologie humaine qui est fait. Et il y a plein de chercheurs ici qui travaillent sur ces questions. Mais il y a aussi un travail autour de comment alimenter, redonner envie, redonner l'énergie aux acteurs. Et quand même, une grande partie de l'énergie vient du sens perçu de ce que vous faites. Je travaille beaucoup, mais je le fais pour ça et je vois très clairement pourquoi. Je peux le faire aussi pour des valeurs collectives, c'est-à-dire je peux faire un métier ou une tâche qui n'a pas beaucoup de sens en elle-même, mais par contre je peux vivre dans un collectif qui m'offre de la dignité, de l'appartenance, qui me valorise et je le fais pour eux, je fais pour les autres. Et ça aussi, on sait que c'est très important, l'être humain a besoin de faire pour les autres pour être bien. Doit pas que faire que pour lui. Sinon, de toute façon, même s'il amasse une rente plus importante, il est plus malheureux à la fin. Et ça aussi, c'est la science qui le montre. Donc oui, il faut qu'on continue de soutenir aussi la réflexion sur comment alimenter l'ensemble des collaborateurs et comment redonner envie aussi aux gens. Hein, vous connaissez comme moi les statistiques sur l'engagement. En France, c'est 6% seulement des gens qui se déclarent engagés dans leur travail. On pose quand même beaucoup de questions sur leur niveau d'énergie. Et 25% qui se déclarent activement désengagés. Donc effectivement, on n'est pas dans un contexte très favorable, donc il est urgent qu'on pense les modalités du réengagement. Surtout à l'heure où on demande autant de changements. Ouais, je me dis effectivement, j'ai une question entre me dire est-ce que ce sens-là n'est pas galvaudé? Ou en tout cas le fait qu'il soit récupéré dans des discours institutionnels. Évidemment, le risque est là et on le sait. Et vous savez, c'est tout le problème de ne pas incarner un discours. C'est que on a beau faire ce qu'on veut, on a beau payer les meilleurs consultants du monde, les meilleurs communicants du monde sur un projet, si derrière j'incarne pas ça, à travers mon propre comportement, mes décisions, les valeurs que je fais vivre au quotidien, j'entends, et non pas celles que j'affiche sur mon site internet, ça ne m'a pas marché. Et c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça qu'il y a une dimension d'exigence personnelle pour moi, pour que ça marche. C'est-à-dire que même pour donner du sens, ça interroge toute la ligne hiérarchique, tout le monde. Et ça peut pas seulement être pensé, effectivement, puis collé sur un site. Complètement d'accord avec vous. Ouais. Je me suis bien challengée sur la question de l'ouverture de l'école, effectivement, sur d'autres visions, complètement d'accord. D'autres partenariats, des think tanks, des acteurs politiques, des institutions étatiques, oui. Quelle est la neutralité ou la position de l'école? C'est une véritable question. Les scientifiques sont libres quelque part, à partir du moment où ils ne dénigrent pas, ils ne sont pas dans des propos sexistes, racistes, etc., ils ont le droit de développer, on va dire, de s'insérer dans des écoles de pensée qui sont variées. Hein. Je vous disais qu'on n'est pas du tout tous d'accord, et heureusement d'ailleurs, dans la faculté sur un certain nombre de choses. Oui, il faut ouvrir, mais si on ouvre, il faut toujours la précaution comment j'allais dire, de décodage, de déchiffrage pour nos participants du contexte et de la parole qui est donnée. Vous savez comme moi à quel point c'est compliqué ça. Moi j'ai l'occasion d'intervenir, en tout cas pendant plusieurs années je l'ai fait à l'ENA ou dans d'autres institutions. J'ai beaucoup de mes collègues qui sont aussi très impliqués dans les vies d'organisation. J'ai la chance avec le monde militaire. Moi je crois beaucoup à ce partage-là. Mais je crois aussi pour nos étudiants et nos participants qu'il y a un décryptage de la posture de chacun et depuis là où on parle. Mais encore une fois, ça va être un enrichissement formidable pour nous de parler de ces questions. Quand on parle de valeurs, de sens, d'engagement, c'est passionnant d'en discuter avec des acteurs, on va dire, d'institutions publiques, des policiers, des militaires. Donc oui, 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 on va dans ce sens. Et la question de la neutralité, de comment on la pense,
elle va devoir évoluer parce que, comme je vous l'ai dit, il faut qu'on prenne une place dans le débat public. Et quand on prend une place dans le débat public, peu ou prou, on a une position. Après, on est des scientifiques. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne défend pas de simples opinions. Nous ne sommes pas des acteurs politiques. Nous sommes des acteurs scientifiques. Donc voilà, on peut faire venir des acteurs politiques, mais nous, en tant que faculté, nous restons bien une faculté d'acteurs scientifiques. Voilà. Ouais, c'est ma dernière question, peut-être que je prends, mais je la vois effectivement, on voit de plus en plus d'articles dans la presse qui sont virulents à l'égard du système des grandes écoles, des classes prépa, qui font pourtant la renommée de la France à l'international, je suis complètement d'accord. Je ne sais pas à quoi vous répondre, je ne partage pas cette vision. Je pense que les classes préparatoires sont un système qui prépare bien un certain nombre de nos étudiants qui leur offre à la fois des capacités de travail, une ouverture. C'est notre rôle à nous de continuer à bâtir dans cette conscience-là, dans cette hybridation justement des enjeux économiques, on va dire un peu moraux, globaux, sociaux, et continuer à bâtir. Et c'est aussi dans l'hybridation avec des étudiants qui nous rejoignent du monde entier sur des parcours différents, et montrer que qu'importe d'où on vient, nous allons au même endroit. Nous serons tous demain des acteurs, on va dire, économiques, étatiques, organisationnels, et nous aurons à construire des lieux, des espaces pour que les gens travaillent dans des conditions suffisamment bonnes et aient envie de s'engager. Donc le rejet, vous savez, c'est toujours sur la dimension peut-être élitiste, et puis les écoles de management, là où nous devons être très clairs, et justement c'est pour ça que je milite beaucoup aussi pour les prises de parole dans le débat public, montrer que les travaux que nous menons sont des travaux scientifiques et riches, et non pas, je sais pas, des espèces de recettes de cuisine capitaliste pour faire en sorte que les plus riches deviennent encore plus riches. Et ça, c'est très très important de le dire. Donc, merci beaucoup pour vos questions. Euh, on est arrivé au terme, hein. Je vous remercie de ce moment passé. J'espère que ça vous a intéressé et que j'aurai plaisir à recroiser certains d'entre vous. En tout cas, je vous encourage vivement à suivre les prochains webinars qui seront moins sur le rôle de l'école de management et plus qui vous offriront une vision en fait d'un certain nombre de problématiques adressées à travers l'œil expert de nos professeurs, et ils seront ravis aussi de débattre avec vous de leurs travaux, des impacts et des propositions. Merci encore à tous et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.